Bonjour! Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je vais te présenter comment on structure l'architecture, réseau, système et sécurité d'une TPE ou d'une PME. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la difficulté est d'avoir les bases déjà pour monter une infrastructure. Un DMZ et un LAN aujourd'hui, ça ne suffit pas. Quand on veut faire de la sécurité, on doit rajouter des sous-réseaux et il y a une manière de structurer tout ça pour que ça fonctionne bien. Donc, n'hésite pas à mettre j'aime, à partager. Nicolas Delamarre, Archicorp IT. C'est parti, je vais vous montrer comment on peut structurer l'architecture d'une TPE ou d'une PME avec quelques règles de base à appliquer et c'est valable sur toutes les structures. Donc, le cœur de tout ça, ça va être votre firewall. Donc, le firewall, on va le représenter comme un mur. Donc, ensuite, comme tout bon réseau de société, il y a forcément une DMZ. Donc, il y a cette DMZ que vous retrouverez partout. Ensuite, on va retrouver forcément ce fameux LAN. Et on va retrouver forcément votre réseau WAN, donc Internet. Internet, pour être plus grand public, voilà. Hop. Et donc, derrière tout ça, il y a deux autres réseaux qu'il faut impérativement mettre, qu'on ne met pas forcément, d'ailleurs qu'on ne parle pas assez, parce que nos systèmes d'architecture, nos infrastructures d'architecture ou applicatives ne doivent pas être dans le LAN au final. Beaucoup de sociétés le font, mais dans l'idéal, quand on parle de sécurité, il faut éviter. Donc, ce qu'on va faire, déjà dans un premier temps, on va créer un réseau applicatif. Donc, ce qui se passe, vous avez donc vos connexions Internet, pas de problème. Vous allez utiliser, par exemple, ici, dans la DMZ, vous allez mettre tous les serveurs qui vont permettre à des serveurs intermédiaires entre le réseau LAN, APP, et le réseau WAN. C'est-à-dire que toutes les entrées et sorties du réseau se passeront forcément via DMZ. Ici, vous pouvez mettre des proxys, des reverse, par exemple des passerelles de messagerie, ça va aussi ici. Ici dans le LAN, on va pas mettre nos outils, nos applications. On va mettre ici tous les postes. Ça c'est très courant. On met nos postes et ça c'est leur place. Les PC, les ordis. On met tout ici, les imprimantes aussi, tout ce qui est matériel end user. Par contre, ici, on va mettre tous nos outils. Donc, nos ERP. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme application? On va pouvoir mettre les outils les mains courantes, si vous avez ça dans votre société. On va pouvoir mettre les outils, tous les outils métiers en fait. Donc ici, vous mettez vos outils métiers qui sont dans la zone applicative. Et donc, il y a une autre zone qui va venir derrière tout ça. Ça va être la zone, et ça va être réservé aux admins, aux services informatiques. Ça va être le réseau d'exploitation. Donc le réseau d'exploitation, qu'est-ce que c'est? Il va permettre en fait de mettre il va vous permettre de mettre tous les managers, c'est-à-dire que vous allez manager votre firewall à travers ce réseau, vous allez manager vos switches à travers ce réseau, vous allez manager vos serveurs à travers ce réseau. Donc c'est-à-dire que même si vous avez des serveurs ici qui ont un rôle, qui remplissent un rôle de front-end, qui vont rendre un rôle applicatif, et ben pour être optimal au niveau de la sécurité, il faut qu'il soit atteignable en SSH, par exemple, pour un Linux, uniquement sur le réseau d'exploitation. Donc, la patte manager, donc la patte SSH, il faut qu'elle soit sur le réseau d'exploitation, et les front-end HTTP, par exemple, HTTPS, dans un cas simple d'application, il faut qu'il soit sur le réseau APP. Donc, il est forcément question d'avoir plusieurs pattes, en fait. Sur votre serveur, vous allez avoir une patte sur la partie applicative et une patte sur la partie d'exploitation. Et cette partie d'exploitation, donc il faut aller régler ça dans les configurations SSH, par exemple, sur un serveur Linux, et vous autorisez les entrées uniquement à travers le réseau d'exploitation. Donc ici, on va mettre, par exemple, tout ce qui est SSH, tout ce qui est RDP pour les serveurs Windows. Voilà. La messagerie, par exemple, si vous avez de la messagerie, si vous avez un serveur Exchange en interne, vous pouvez le mettre dans le réseau applicatif. C'est pas gênant. Par contre, ce qu'il faudra, après vous ferez ce qu'il faut au niveau des NAT ou du DNAT, mais il faudra
souvent, si la société est assez grosse, il y a une passerelle SMTP qui est posée ici, au niveau de la DMZ, pour faire le pont avec vos serveurs de messagerie. C'est un autre sujet, la messagerie, c'est un sujet assez large. Au niveau d'Internet, ce qu'on va pouvoir faire, parce que là, en fait, le sujet de fond, c'est que là, on est sur du monolithique. Autrement dit, on a un seul firewall. Le problème, c'est que, vous remarquerez bien, c'est qu'il est au cœur de tout ce réseau, de toute cette sécurité. Donc ce qu'il va falloir faire, et ce qui est impératif, c'est monter un cluster. Donc en fait, il faut le monter sur 2 nœuds. C'est-à-dire qu'ici, il faut un cluster. Donc il faut 2 nœuds. Donc ça veut dire quoi derrière? Qu'il va falloir, par exemple, dès qu'on passe en cluster, on va falloir tout démultiplier. Donc il va falloir ici, au lieu d'avoir une seule IP ici, il va falloir en avoir 3 IP publics. Pourquoi 3 IP publics? La raison est assez simple, c'est qu'il en faut une sur le master, une sur le slave et une virtualisée, une IPv ici. Donc il va falloir 3 IP. Et c'est en fait, de l'extérieur, on attaquera toujours l'IPv. Et les IP directement affectés sur les machines, on ne les utilise pas. Enfin, on les utilise, mais elles sont utilisées au niveau du clustering. Nous, pour les NAT, pour tous les échanges, tous les DNAT, tous les NAT, les autorisations, les règles, on va toujours passer sur l'IPv. Donc ça voudra dire aussi, bien sûr, qu'il faudra ici 3 IP pour la DMZ. Parce que, pareil, vos 2 serveurs, ils vont avoir une IP chacun, mais il faudra aussi une IPv ici. La même chose pour pour le LAN, donc 2 IP. La même chose pour les réseaux d'exploitation et applicatifs. Donc tout ça, il va falloir mettre de l'IPv partout. Donc là, vous allez être en cluster. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre master il tombe, le slave reprend tout de suite. Et ça coûte pas forcément une fortune, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça coûte pas forcément très cher. Aujourd'hui, il y a des sociétés, ils vendent des petits firewalls pour des petites sociétés. Hein. Dès qu'on rentre dans les plus grosses sociétés, il faut juste acheter 2 serveurs et savoir monter le cluster. Ça, c'est un autre sujet. C'est le sujet de plusieurs déformations. Mais pour le moment, honnêtement, aujourd'hui, si vous cherchez sur Internet, vous trouvez des petits boîtiers qui sont déjà tout fait implémenté avec des pfSense, par exemple, ou des pnSense, et vous pouvez monter vos clusters, vous pouvez monter un cluster pour 1000 €. C'est rien, c'est pas cher du tout. Maintenant, on va passer, je vais essayer de vous parler un peu des classes IP pour que ça soit utile. Par exemple, ici, forcément, c'est les IP que vous aurez achetés auprès d'un provider. Mais au niveau de la DMZ, par exemple, si vous avez par exemple 100 serveurs, et vous savez que ça va évoluer, mais pas énormément, pas de manière considérable, vous allez mettre par exemple ici un sous-réseau de classe C. Ça suffit. Un sous-réseau de classe C, c'est suffisant. Sur le réseau applicatif, c'est pareil. Sauf si vous avez beaucoup de serveurs. Là, dans ce cas-là, c'est un autre sujet. Mais du classe C va suffire au niveau des IP. Pas besoin de mettre plus. Ça sert à rien. Au niveau de l'exploitation, c'est pareil. Vous pouvez d'ailleurs, penser à le mettre, par exemple, tout ce qui est DRAC, tout ce qui est interface switch aussi. Vous pouvez les mettre ici, des interfaces ATS, tout ce qui concerne les managers de l'ensemble des infrastructures, des architectures, vous pouvez les mettre dans ce sous-réseau-là, cloisonné. Et donc, pour revenir sur les IP, ici, pareil, vous mettez du classe C. Par contre, la question va se poser, par exemple, c'est surtout au niveau du LAN, ça dépend du réseau client que vous avez derrière. Donc, si vous avez un gros réseau client, au lieu de mettre du classe C, est-ce que la question ne va pas se poser de mettre du classe B? Donc le classe B, donc ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'IP disponibles en fait. On a fait le tour. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller plutôt s'intéresser au niveau des switches, comment ça se passe au niveau des switches, parce que derrière tout ça c'est bien, mais au niveau comment vous allez pouvoir cloisonner tout ça au niveau des switches. Ça c'est intéressant à savoir et c'est important à savoir parce que ça va être un peu les backbones, le cœur de votre réseau. Donc il va falloir les structurer. De structurer vos switches. Alors il y a plusieurs méthodes, il y a 2 solutions principalement que je peux vous donner, à des coûts assez moindres, pas besoin de mettre 20 000 € dans un switch pour monter ce type d'infra. Pour des coûts raisonnables, on peut monter des infras intéressantes en sécurité. Il faut juste savoir le faire et je vais vous expliquer comment faire. Donc maintenant c'est parti, on va aller s'occuper, je vais vous montrer plutôt comment on peut
architecturer le réseau switch, parce que c'est le fond du sujet au final. Donc, on a votre switch. Enfin, d'ailleurs, on va d'ailleurs commencer, avant d'aller un peu plus loin, il y a deux solutions. Il y en a une première qui va consister à avoir un switch qui est au niveau 2 minimum de VLAN, c'est-à-dire que vous allez structurer au niveau des VLAN, mais par contre, il vous faudra toujours un second switch de secours. Là, attention, je rappelle, je donne des solutions de manière à que les coûts soient pas trop élevés. Donc, c'est des coûts pas chers, mais ça reste très professionnel. Je vous parle pas volontairement de gros switch Dell, rackables avec des barrettes. L'objectif, c'est que ce soit accessible de tous. Donc, je vais vous montrer une méthode très simple et c'est très fiable. Aujourd'hui, vous pouvez par exemple prendre un switch. Il faut qu'il sache gérer le niveau 2, le niveau 2 VLAN. Par exemple, on a donc 5 principalement, on a 5 sous-réseaux, enfin 5 sous-réseaux cloisonnés. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord se faire un VLAN. Alors on s'en fiche du nombre de ports, on va partir sur 4 ports par VLAN, mais ça peut être beaucoup plus, ça ne change pas grand-chose. Donc là par exemple, on va faire un VLAN cloisonné pour la partie, on va dire la partie WAN. On va faire un VLAN cloisonné pour la partie LAN. On va faire la même chose pour la DMZ. Et maintenant, le réseau applicatif et d'exploitation. Voilà. Donc là, par exemple, on peut imaginer que vous cloisonnez votre switch de manière à que il y a X ports là, X ports là, X ports ici, X ports ici, qui correspondent à vos besoins et vous cloisonnez l'ensemble. Vous mettez, par exemple, ici pour le WAN, attention, selon comment est structuré votre provider en face, ne taguez pas forcément le port en direction sur le port où arrive Internet. Ça dépend comment vous êtes structuré. Ça, je ne peux pas donner plus de conseils que ça. C'est trop spécifique à chaque architecture. Par exemple, on va dire que on va mettre le PVID 1000 sur celui-là. Sur le LAN, le PVID 1001. Sur le DMZ 1002. Sur la PP 1003. Et sur le XP 1004. Déjà, rien qu'avec ça, vous allez pouvoir cloisonner. Vous allez pouvoir cloisonner bien tous vos sous-réseaux de manière sécurisée. Alors, ce qu'il faut faire là, c'est que là, on tombe toujours dans le même piège qu'avec le firewall tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous n'avez qu'un switch. Donc là, avec ça, vous pouvez avoir un switch, vous pouvez trouver des switches à 500 balles, à 500 euros, qui sachent faire ça sans problème. À vous de voir si vous prenez du switch qui sont capables de gérer du 1 giga ou du 10 giga. Moi, je recommande du 10 giga. Partout du 10 giga, vous serez tranquille, même pour vos backups, vos sauvegardes, vos NAS, vous allez gagner beaucoup de temps. Par contre, le truc, c'est qu'il faut équiper tous vos serveurs, l'ensemble de vos serveurs en carte 10 giga, sinon je vois pas, il n'y a pas bien d'intérêt. Il faut que tous ceux qui rendent le rôle en dessous, tous les autres serveurs soient en 10 giga. Bon, ça, c'est à vous de voir, du 10 giga ou du 1 giga. Bon, en dessous, j'en parle même pas, hein, ça sert à rien à nos jours, c'est inutile. Mais par contre, alors là, on a toujours je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a toujours le même problème avec le firewall, c'est-à-dire que si on reste sur du monolithique, si votre switch là, il tombe, blackout, il n'y a plus rien, hein, votre réseau il tombe. Donc ce qu'il faut faire, sachant que votre switch, on est sur des outils à prix, on va dire, plus abordable, hein, ça peut aller jusqu'à des bons switches 48 ports 10 gigs, ça peut aller jusqu'à 2-3 000 euros, mais pour une entreprise, c'est pas colossal. Et bien, ce que vous faites, vous rajoutez un autre switch, un réplica. C'est exactement le même switch, sauf que celui-là, il est éteint. Il est en off. Celui-là, il est éteint, celui-là, il est en on. Et donc, demain, lui, il tombe. Il faut juste penser à bien backuper. Donc, faites bien votre sauvegarde de switch, comme les firewalls tout à l'heure. Hein. Faites bien vos sauvegardes très régulièrement, des confs, vous sauvegardez très régulièrement. Toujours sauvegarder. Le cluster, un cluster ne pallie pas aux sauvegardes. Ça ne change rien, il faut toujours faire des bonnes sauvegardes très régulièrement. Donc là, pareil, vous sauvegardez régulièrement et vous injectez régulièrement vos backups ici. Par contre, attention, l'idéal c'est qu'ils aient la même IP, ou sinon vous réservez deux IP différentes, mais par contre il faut que la conf soit exacte. Donc ça veut dire quoi? Comme vous avez votre deuxième switch, demain lui tombe, forcément il va y avoir un arrêt de service, mais vous aurez juste à switcher les câbles, et vous rallumez l'autre, et hop ça repart tout de suite. Donc autrement dit, si vous êtes à côté de vos switches, vous pouvez redémarrer en 5 minutes. Dès que c'est tombé, vous pouvez redémarrer tout de suite. Ça, c'est une solution. Alors oui, en termes de SLA, il y a des grosses structures qui vont dire oui, mais moi je veux que ça soit instantané.
Attention, ça dépend des directives de la SI, c'est eux qui choisissent. Par contre, si vous voulez équilibrer entre les coûts et les taux d'acceptation d'arrêt de service, ben ça c'est une bonne solution. Si vous êtes à proximité du switch, si vous êtes à 100 bornes, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais pour un petit réseau d'entreprise, c'est pas mal, c'est bien. Et les coûts sont raisonnables. Donc là, je vais vous donner la deuxième solution. La deuxième solution, elle est assez simple. C'est un switch par LAN, par sous-réseau. Donc, le WAN, le LAN, le XP, la DMZ, on avait dit quoi? L'APP. Voilà, vous avez tout le réseau. Bon, il faut bien penser, donc là, c'est un switch dédié pour chaque sous-réseau. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien cloisonné, au même titre que la première solution avec les VLAN. Sauf que là, il y a quand même plus de matériel. Moi, je suis pas trop favorable à ça, mais si votre matériel correspond plus à ce besoin, vous pouvez appliquer cette méthode. Par contre, pensez bien toujours à avoir quand même un switch de backup pour chaque, s'il devait ne plus fonctionner, qu'on puisse facilement basculer dessus. Alors là, vous pouvez imaginer avoir les mêmes types de switch en fait, exactement les mêmes types de switch, et simplement vous gardez un switch de côté qui est le même, et s'il y en a un qui pète, vous le remplacez. Et voilà, toujours penser à avoir un switch de secours. Donc, comme c'est valable aussi pour la première solution, ce que je vais vous dire. Tout à l'heure, on parlait de firewall. Et ben, votre firewall, en fait, on va dire qu'il est là, hein, on s'en fiche. Tac, tac, tac. Et en fait, simplement, vous allez connecter toutes les pattes. Hop, donc une patte là, une patte DMZ là, une patte du LAN dessus, et une patte de chaque ici. Après, vous pouvez aller même plus loin. C'est-à-dire que si vous mettez des VLAN, et que si on revient sur la première solution avec des VLAN, avec le switch VLAN, la solution 1, vous pouvez carrément dire à votre firewall, ici, là, d'utiliser des VLAN. C'est-à-dire qu'il va utiliser, vous allez brancher qu'une seule carte réseau sur votre switch, et dessus, vous faites transiter tous les VLAN sur ce switch, sur ce port-là. Cette solution, elle est ni bien ni mauvaise. Simplement, le problème, c'est que si, par erreur, ou le câble se met à dysfonctionner, tout est coupé d'un coup. Est-ce que c'est la bonne solution? C'est discutable, on peut en discuter des heures, parce que selon les besoins, selon les SLS, selon les méthodes de chacun, ça peut être différent. Là, donc on peut dire à votre firewall d'utiliser que les VLAN, et lui, il n'a qu'une seule carte et il passe tous les VLAN. Cela dit, il y a quand même un petit problème à tout faire passer sur un seul VLAN. C'est tout à l'heure, on avait parlé du débit. Si vous passez tout sur une seule carte réseau, c'est-à-dire que l'ensemble des réseaux qui transiteront via cette même carte, la carte unique, il y aura 10 gigs max. Ça ne sera pas multiplié. C'est forcément 10 gigs pour une carte réseau. Donc si vous mettez 5 VLAN sur une carte réseau, il y aura 10 gigas pour les 5 VLAN. Si vous mettez une carte réseau dédiée du firewall vers un VLAN dédié, à chaque fois, vous aurez 10 gigas sur chaque brin, ce qui est bien différent. Donc c'est important à prendre en compte. Donc là j'ai fait le tour, j'espère que ça vous aura plu, j'ai fait le plus court possible de manière à vous donner un max d'informations. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo, mettez un petit j'aime et n'hésitez pas à aller sur le site internet, voir les autres contenus ou même sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. J'essaie de vous donner du contenu sur un maximum de plateformes. Ces vidéos, j'essaie d'en avoir, de mettre plus en plus, de manière à vous apporter un maximum de solutions à vos besoins. Parce qu'aujourd'hui, les solutions qu'on apporte, souvent, on se fait des films, on pense qu'elles peuvent valoir très cher, ce qui est faux. Aujourd'hui, on peut faire des solutions sécurisées à moindre coût. Donc, n'hésitez pas à partager. Archicorp IT, Nicolas Delamarre, et merci.